On est en train de parler aujourd'hui d'une sixième extinction. Alors je ne veux pas faire dans la surenchère, mais je dirais qu'il y en a peut-être une septième, plus fragile, peut-être plus invisible, qui est l'extinction de nos sensibilités. C'est-à-dire que ce qui me paraît aujourd'hui un point d'urgence, c'est que s'il y a une extinction d'espèces qui s'annonce à l'échelle massive, qu'elle concerne les végétaux, les animaux bien sûr, et les milieux qui les accompagnent et qui les soutiennent, c'est aussi en raison du type de subjectivité que nous avons progressivement construit, notamment en Occident. Et cette subjectivité, c'est une subjectivité progressivement anesthésiée dans ses rapports sensibles au monde. Et quand je parle d'une extinction en fait, de nos sensibilités, ce que je veux dire par là, c'est que progressivement s'érodent nos manières d'être affectés par ce qui arrive aux vivants, quel qu'il soit, genre, dans la pluralité de ses formes. Et s'érode au sens que bien, finalement ça devient indifférent, on s'en rend plus compte ou on s'en lasse aussi. Parce qu'il y a, je ne sais plus qui est-ce qui utilise cette formule, qui parle de lassitude compassionnelle. À force de vouloir se rendre sensible, on finit par être épuisé dans cette attention. Et donc il peut y avoir même de la lassitude compassionnelle à l'égard des questions écologiques, au moment même où au contraire, les plus jeunes d'entre nous, mais pas que, nous disent « mais réveillez-vous ». Et donc pour moi, je dirais que alors bien sûr, tout ceci se déploie en concepts ayant des enjeux juridiques, éthiques, politiques, des enjeux institutionnels, mais je pense qu'en fait, il questionne le type de sujet que nous fabriquons, que nous mutilons, parce que je défends modestement la thèse que nous avons progressivement appris à fabriquer des sujets qui sont mutilés du rapport sensible qu'ils entretiennent au monde, au profit, c'est une banalité de le dire, mais il faut parfois les redire, les banalités, au profit d'un rapport instrumental à celui-ci, dans la double dimension d'instrumentalité, c'est-à-dire qu'à la fois profiter pour en jouir et parfois le détruire en fait, de ce qui nous entoure, mais aussi en profiter pour le regarder sur un mode spectaculaire. Mais finalement, dans ces deux cas, c'est que soit la grande culture qu'on appelle extractiviste aujourd'hui, qui est une culture effectivement de prédation de notre rapport au monde, soit la culture comment dire, du paysagisme, si je puis dire, qui consiste à regarder la nature belle, mais comme un paysage dont nous ne serions pas tissés, je crois questionne profondément ce que nous faisons de notre sensibilité, à condition bien sûr de se doter d'une conception robuste de la sensibilité. Il ne s'agit pas de la négliger, voire de la moquer en ne voyant dans la sensibilité qu'une espèce de sensiblerie qui ne serait pas venue à l'état adulte. Il s'agit au contraire, on pourrait le dire comme ça, de cultiver l'enfantin en nous, pas l'infantile, mais l'enfantin en tant que disposition immédiate au présent et à faire le jeu du monde. Donc voilà, pour moi l'enjeu il est là, donc il est esthétique si je puis dire, ou on pourrait dire qu'il est poétique. Et il pose bien sûr après la question de comment on passe du poétique au politique, comment on passe de l'esthétique à l'éthique et puis ensuite au juridique. Donc cette question des passages est elle aussi difficile, mais mon point d'attention en tous les cas il partirait de là. Cette question-là, elle est immense, parce qu'en fait, c'est la question de comment les cultures et comment les sociétés dans les cultures accompagnent et constituent progressivement ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la fabrique de l'humain. Entre guillemets, le mot fabrique, parce que il est tellement rattrapé par des logiques industrielles que ce n'est pas un mot dont on aimerait forcément vouloir faire le relais. Mais donc ce que ça dit, c'est que cette question de l'écrasement de la sensibilité, d'abord n'est pas le même selon les sociétés et selon les cultures, et que, comment dire, là c'est un occidental européen du XXIe siècle qui parle, les questions se poseraient, se posent bien sûr différemment selon d'autres sociétés, d'autres cultures. Et donc, je ne peux pas, dans le cadre qui est, cet échange, rappeler notamment, par exemple, les travaux de Philippe Descola qui montrent que, effectivement, la fabrique de l'humain occidental, c'est une manière de se rapporter à la nature parmi d'autres. Et donc, il faudrait faire place aux autres. Donc, je les salue, même si je n'en parlerai pas ici. Donc, ce qu'il appelle, lui, les cultures marquées par soit l'animisme, soit par l'analogisme, ou encore, le troisième m'échappe, mais il
reviendra peut-être. Mais donc lui, globalement, ce que Descola fait et ce que j'évoque, en fait, c'est ce qu'il appelle l'histoire d'une ontologie naturaliste, dont on peut résumer très simplement la thèse. Elle consiste à dire que nous avons progressivement, alors c'est une histoire finalement assez récente, c'est 3 siècles et demi, progressivement inventé d'abord l'idée que la nature était désenchantée, et nous l'avons inventée pour mieux la connaître et pour bientôt mieux la maîtriser avant de l'exploiter. Donc désenchanter la nature, donc c'était une condition méthodologique nécessaire, mais qu'on peut vouloir parfois ériger en attitude éthique et politique, c'est-à-dire qu'en fait, telle sorte qu'effectivement on finit par croire que la nature n'est que la modélisation insensible que nous décrivons dans nos sciences préparant nos techniques. Donc il y a cette grande décision, et puis la seconde grande décision occidentale, c'est celle de la fabrique d'un sujet à l'autonomie exaltée, d'un sujet pensé presque comme une île, qui serait devant le monde et non pas du monde. Alors c'est à la fois magnifique, parce que c'est la conquête de la reconnaissance de chaque histoire individuelle, et c'est en même temps magnifiquement inquiétant, parce qu'effectivement, cette conception d'un sujet qui se pense comme devant la nature, au dehors d'elle, au risque de l'objectiver et de ne la penser que du dehors, je le redis, eh bien, c'est celle d'un sujet qu'on pourrait dire, oui, marqué par une figure exaltée en fait, de lui. Donc c'est une décision, cette fois-ci, qu'on pourrait dire presque métaphysique. C'est qu'est-ce qui de l'humain ferait sa singularité, et est-ce que le prix à payer pour se rendre attentif à cette singularité, c'est de l'arracher à toutes les dépendances en fait, qui le font humain. Et donc je crois que notre enjeu contemporain, il est là. C'est pas forcément renoncer aux grands acquis émancipateurs de l'autonomie et l'idéal des Lumières, pour le dire comme ça, et qui est peut-être plus profond que ça encore, mais il ne s'agit pas de renoncer à ça, mais de penser une autonomie comme une conquête, mais d'une conquête pas insulaire, d'une autonomie dans la conscience des relations et des dépendances. Et donc, simplement, entre ce travail de fabrique du sujet occidental, donc qui pense que dans le monde, il y a soit des sujets, soit des objets, dans le droit romain déjà distingué, soit les choses, soit les personnes, bien donc cette conception-là pourrait être intéressante, et là, une limite, c'est que, effectivement, en construisant ce qu'on appelle le grand dualisme, on dit parfois aussi la grande séparation, parce qu'au fond, la distinction sujet-objet, elle se reduplique, c'est la séparation homme-animal, c'est la séparation nature-culture, et bientôt, ce sera la séparation entre la vraie culture occidentale et celle qui ne le serait pas, avec tous les désastres du colonialisme qui s'en sont suivis. Donc cette fabrique du sujet occidental, donc c'est à la fois une décision métaphysique, mais qui a des conséquences scientifiques et techniques. Et peut-être, je finis peut-être là-dessus, cette altération de la sensibilité qui vient bizarrement en fait d'une conquête d'un sujet reconnu dans sa singularité, mais d'un sujet peut-être amputé ou d'un sujet tronqué dans l'idée qu'on se fait, nous invite non pas à moins penser l'humain, mais à mieux le penser. C'est-à-dire qu'en fait, penser l'humain dans ses dépendances, c'est pas l'aliéner, c'est le penser dans la conscience de ce qui le fait être, ce qu'on appelle parfois aujourd'hui la force des liens faibles. Mais effectivement, simplement cet héritage construit entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, pour faire court, cet héritage, il a fait histoire, il a fait science, il a fait technique. Et il a fabriqué un monde énorme, celui de nos sciences et nos techniques, qui portent dans leur manière même de se rapporter au monde ce rapport d'anesthésie. Et le numérique, aujourd'hui, en est à sa manière l'ultime étape, un rapport virtualisé au réel, et donc anesthésié, pour le redire. C'est une question qui est à la fois importante et difficile, parce que il faut toujours se méfier de se laisser emporter par l'idée que c'est les idées des philosophes qui font le monde. Les choses sont plus subtiles et raffinées que ça. Mais si je ramène à la question plus modestement, au fond, à ceux qui peuvent nous aider à penser ça, effectivement, ce qui est intéressant d'abord se rappeler, c'est que nos héritages intellectuels, y compris en Occident, sont des héritages pluriels. Autrement dit, s'il y a en Occident une tradition intellectuelle qu'on a appelée une tradition de la critique de la tradition, et donc cette tradition de l'émancipation qui rappelle
que la nature aussi ne fait pas toujours bien les choses, qu'elle peut être brutale, violente, malmenante, via les désastres qu'on connaît, qu'ils soient sismiques ou pandémiques. Bref, je crois que votre question, c'est la question en fait, d'un travail qui consiste à repluraliser nos mémoires, en montrant qu'effectivement, il y a une tradition occidentale en fait, qu'on peut appeler d'un acosmisme, d'un sujet pensé comme une île, je disais, mais il y a dans la pensée occidentale d'autres penseurs qui pourraient aider à faire cela. Il y a la grande tradition d'un Rabelais pour aller du côté de la jouissance du rapport vivant, qui était aussi ce philosophe médecin, pourrait-on dire. Il y a un Montaigne, mais aussi plus près de nous, en fait, il y a un auteur, en fait, il y a plein d'auteurs en fait, qui m'intéressent, mais il y en a deux que je voudrais évoquer. Le premier, en fait, qui n'est pas, auquel on ne pense pas immédiatement quand on pense, comment dire, les questions en fait, d'écologie ou quand on veut essayer d'appréhender la question de la transition, à la fois, une transition à la fois socialement responsable et écologiquement soutenable, comme on dit. Pour moi, c'est Paul Ricoeur. Et ce philosophe, donc, qui est lui plutôt un fils de la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, donc autrement dit un fils qui a aussi, si je puis dire, été attentif à la question du devenir, du développement lorsqu'il s'agit de reconstruire, et donc dont son principal souci à lui c'était la fin des hommes, c'était pas la fin de toutes les créatures, mais néanmoins, en fait il y a chez Ricoeur il opère un passage qui est intéressant, c'est celui d'une conception du sujet qui n'est précisément plus un sujet exalté, mais qui n'est pas pour autant un sujet humilié. Il pense une sorte de cogito blessé, dans lequel il dit finalement dire je, c'est reconnaître la part de l'autre en soi. Alors la part de l'autre en soi, c'est notre inconscient, c'est notre corps que nous n'avons pas choisi, mais c'est aussi, alors il ne le dit pas comme ça, c'est là que j'en tire une conséquence, cette part de l'autre, c'est aussi tout ce rapport d'altérité que constituent toutes ces dépendances qui nous font être, et qui peuvent être les qualités d'un milieu, d'une ambiance spatiale, d'un paysage, d'une forêt, bref, tous ces autres que nous en nous, qui nous font être. Et donc Ricoeur, il invite à passer d'une conception d'identité personnelle, je le redis, un peu enfermée, dire je, ça serait finalement une espèce d'affirmation de soi pour elle-même, à ce qu'il appelle une identité narrative. C'est-à-dire qu'il faut dire je, c'est répondre à la question qui suis-je, c'est raconter des histoires. Bien sûr, au risque parfois de se raconter des histoires, il n'ignore pas qu'on peut aussi fabuler et fictionner, mais dire je, si c'est raconter des histoires, ça veut dire qu'effectivement, en permanence, nous avons à fabriquer des narrations, en n'ignorant pas que nous sommes dans les sociétés et des cultures qui encouragent certaines narrations, des narrations presque officielles, nos curriculums par exemple, qu'est-ce qu'on dit de notre vie, et qui en découragent d'autres, voire en invisibilisent, voire en empêchent d'autres. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui de nos vies peut ne pas être dit. Et donc ce que fait Ricoeur, c'est de questionner le passage qui est entre une identité narrative personnelle et les conditions institutionnelles qui peuvent soutenir ou pas ces identités narratives. Donc on arrive à ce moment-là très vite sur des questions à la fois juridiques et politiques. Puis l'autre penseur, je le dis en 2 secondes en fait, qui me touche en fait beaucoup, il est un peu aux antipodes, si je puis dire, de Ricoeur, parce qu'il n'est pas du tout moraliste, entre guillemets, parce qu'en fait Ricoeur n'est pas moraliste, bref, c'est des questions de philosophe, mais c'est quelqu'un comme Gaston Bachelard, qui est plutôt connu comme philosophe des sciences, mais qui aussi construit toute une poétique des espaces, une poétique des éléments, et il le fait non pas comme diversion, mais parce que précisément il questionne ce que c'est qu'un monde pensé uniquement du point de vue du laboratoire. C'est qu'en fait le monde pour nous n'est pas qu'un monde pasteurisé, celui qui est décrit aujourd'hui par les étiquettes qui disent ce qu'il y a sur nos aliments ou nos boissons. Donc notre monde n'est pas qu'un monde fait de propriétés physiques, il est fait de qualités sensibles, de partialités vécues. Et lui, il va travailler ça en disant, finalement, le poétique, il est majeur parce qu'il a une fonction à la fois de constitution de nos intimités. Nos intimités sont faites d'images très très fortes, qui sont nos rapports sensibles au vivant. Alors c'est pas
c'est pas tout, hein. Ça peut être pour certains un animal, pour certains une matière, pour d'autres un grain de sol, hein. Il y a des gens, je pense à la chanson de Bernard Lavilliers quand il parle de Saint-Étienne. Pour lui, Saint-Étienne, il dit, hein, c'est cette fleur de grisou à tige de métal, hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, Saint-Étienne, c'est la houille, c'est le charbon. Moi, je suis des Vosges, moi, c'est le grès rose. Mais, donc, bref, à chacun sa politique. Mais Bachelard, il insiste sur cette idée forte, je crois, c'est que les images sensibles que nous avons du monde ne sont pas des représentations de celui-ci, mais c'est la façon dont il nous affecte, jusqu'à nous nourrir dans notre consistance personnelle, et ce faisant, eh bien, prépare des résistances. C'est qu'en fait, il y a un double volet, c'est qu'il y a à la fois un travail d'individuation, et donc s'élaborer dans sa subjectivité, et à la fois un travail de résistance, voire de refus. Hein. Et même si Bachelard, qui est quand même croix de guerre de la Première Guerre mondiale, n'est pas connu pour être un résistant en tant que tel, mais ses amis le sont, les poètes qu'il fréquente le sont, les revues dans lesquelles il écrit le sont, et il pense ceci, qu'il y a une fonction politique de la poésie qui ne consiste pas simplement à prendre des positions, sur telle ou telle question liée à l'occupation allemande pour ce qui le concernait. La fonction politique de la poésie, elle n'est pas dans ses thèmes, elle est dans le type de subjectivité qu'elle soutient. Et autrement dit, on ne fait pas de la poésie pour en rédiger un programme politique, mais pour soutenir les subjectivités dans leur puissance individuante. Et ça a une force majeure, si je puis dire. Donc voilà les auteurs en fait qui me paraissent importants. Il y a cette affirmation qu'il faut penser dans sa dimension prospective, hein, je dirais, de jeu est un nous, hein, alors qui doit s'entendre dans sa complexité, j'allais dire, mais aussi dans sa simplicité. Ça dit à la fois quelque chose de très banal, de dire jeu est un nous, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un jeu qui prend la conscience qu'il n'est pas une île, comme je le disais, mais qui prend la conscience que son autonomie s'articule avec la reconnaissance de ses dépendances, hein, et aucun d'entre nous n'est sans dépendance. Il n'y a pas d'auto-construction de soi, il n'y a pas d'auto-engendrement, nous sommes tous des fils ou des filles d'eux, et la question étant de savoir qui on rajoute dans ces filiations. C'est-à-dire que, est-ce que dans ma généalogie, je ne mets que mes parents, mes grands-parents et toute ma tribu, ou est-ce que je peux y mettre aussi les milieux, la texture du monde en fait qui me fait être. Donc c'est à la fois quelque chose de très simple, je est un nous, et c'est à la fois un peu plus, enfin on peut vouloir le complexifier, en tout cas le raffiner un tout petit peu en disant que bien sûr c'est un clin d'œil à Rimbaud, hein, avec cette idée du jeu est un autre, qui est une façon de point d'attention et presque d'alerte pour ne pas se laisser aller trop vite à l'idée que j'aurais une idée très claire de ce que je suis, qu'il y aurait une espèce de transparence à soi, enfin de soi à soi qui se donnerait comme ça avec une espèce d'évidente intuition. Il y a de l'opacité en nous. Bon. Donc c'est ce clin d'œil à Rimbaud, mais c'est un clin d'œil élargi, si je puis dire, élargi presque peut-être dans un esprit rimbaldien, parce que Rimbaud, c'est aussi celui qui marche sur les grandes plaines du nord de la France. Autrement dit, sa poésie, elle est faite aussi de ses marches, si je puis dire. Et moi, j'aime bien rappeler que dans la poésie, il y a du rythme, hein, et le rythme de la marche et celui du poème peuvent fonctionner ensemble. La danse le rappelle, si on n'en était pas convaincu. Et donc le jeu est un nous, il fait l'écho effectivement de ce nous élargi, qui finalement danse avec tout ce qui peuple la Terre, si je puis dire. Alors on va dire tous les peuples de la Terre, mais pas qu'humains. En fait, quand on dit jeu est un nous, il peut y avoir aussi pour moi je ne dis pas une tentation, mais une difficulté, c'est de tellement ouvrir le jeu qu'il disparaisse. Et donc cette question d'une dialectique de l'ouverture, et non pas de la clôture, mais de l'ouverture et de l'accueil. Donc c'est la question finalement de l'hospitalité, qui est à l'égard ici de tous les vivants,
humain et non humain compris en fait, qui se cache ou qui se love plutôt à cet endroit. Mais effectivement, ce qui est en jeu, c'est comment penser un jeu qui reconnaisse dans une ouverture tous les liens autres qui le font être, et donc qui quitte une espèce de position de surplomb consistant à croire en fait qu'il n'est que par lui, et inversement une espèce d'aspiration en fait jusqu'à la disparition en fait de ce jeu dans cette espèce de tissu profond des liens qui fait qu'il n'y a plus personne qui répond, si je puis dire. Hein, et donc c'est là une question en fait qui est difficile, parce qu'il y a tout un débat aujourd'hui sur l'idée que bien si les Occidentaux ont à un moment donné inventé cette position naturaliste, l'origine de toutes les coupures qu'on évoquait, est-ce que la réponse c'est l'animisme, si je puis dire. Alors ce que ça dit, je ne le crois pas, parce que je tiens de ce point de vue-là à l'importance de la reconnaissance du sujet, des sujets dans leurs droits, mais pas des droits effectivement pensés sans lien, y compris à l'égard des non-humains. Donc c'est de ce point de vue-là, ça pose toutes les questions difficiles et débattues aujourd'hui entre les positions qu'on dit anthropocentrées et les positions éco ou biocentrées. Je ne sais pas s'il faut rentrer en fait dans ces considérations, hein, mais effectivement, je pense qu'effectivement nous sommes à la fois, le jeu est un nous, prend ses distances à la fois avec une position d'un anthropocentrisme exalté, donc qui penserait que le sujet humain est au centre de tout, mais sans pour autant faire disparaître le sujet dans une espèce d'un biocentrisme qui fait que le vivant humain ne serait qu'un vivant parmi d'autres dont il ne nous appartiendrait pas d'avoir la responsabilité. C'est une question difficile, hein, parce qu'on le voit très très bien, c'est comment ici articuler les droits humains avec les droits des non-humains, et sans faire passer l'un aux dépens des autres. Hein. C'est des questions redoutables, redoutables et difficiles. Et je pense que reconnaître qu'elles sont redoutables, c'est pas un échec. C'est au contraire un point d'attention visant à ne pas aller trop vite. Croire être généreux en préparant des brutalités futures. Hein. Voilà ce que j'essaierai de répondre en fait à cette dernière question. La question d'une compréhension enrichie de soi, comme on dit, je ne sais pas si l'image est bonne, c'est celle qui me vient tout de suite, mais comme on dit d'un uranium qu'il est enrichi. Je ne sais pas si c'est la bonne formule, j'aurais peut-être dû en prendre une autre, mais ou peut-être comme on dit d'une sauce, hein, qu'elle est enrichie en crème ou en beurre, ça se pense moins, si je puis dire, dans le quantitatif que dans le qualitatif, mais peut-être c'est mal dit de le dire comme ça. C'est qu'en fait, il s'agit en fait d'un approfondissement de soi qui produit un élargissement de soi. C'est qu'en fait, c'est à la fois une intensification de ce que nous sommes, et cette intensification, à ce moment-là, elle s'enrichit de la conscience des entours et de la richesse de cet entour. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Très simplement, on parle aujourd'hui, il y a un tas de théoriciens qui formulent ça, on parle du capitalisme addictif, on parle de marchandisation de l'intime, enfin bref, il y a toute une série en fait, de formules qui reconnaissent qu'aujourd'hui les formes nouvelles du capitalisme s'insinuent dans nos subjectivités, et jusqu'à faire croire que ce qu'il nous donne envie d'avoir, c'est ce que nous sommes. Et donc dans la notion de marchandisation de l'intime, ce dont il est question, c'est le fait d'être dessaisi comme sujet de ce qui fait la force et le cœur de notre désir. Puisqu'au fond, ce capitalisme crée une espèce de flou équivoque entre notre désir et nos envies. Nous finissons par croire que nos envies et nos désirs sont synonymes. Et donc, on pourrait prendre des exemples très simples, hein, les notifications que aujourd'hui nos smartphones ou nos ordinateurs nous font en disant « vous avez aimé ceci, puis ceci, alors vous aimerez cela », c'est ça dont il est question quand je dis une espèce de confusion entre le champ du désir et celui des envies.
Et donc, un des gros enjeux, c'est précisément de résister à ça, de ne pas devenir, si vous voulez, les monstres de nous-mêmes, ne pas nous prendre pour nos clones numériques, hein, pour nos personnes, pour nos doubles numériques, si je puis dire. Et donc, le travail du jeu est un nous, c'est un travail effectivement d'intensification de ce qui fait notre désir profond. Et cette intensification, à ce moment-là, elle retrouve tous les liens qui nous font être. Donc c'est pour ça que c'est pas du narcissisme, c'est pas simplement de la culture de soi un peu égocentrée, version comment dire, médecine douce. J'ai rien contre les médecines douces, bien évidemment, ni version bien-être, hein. Les enjeux sont beaucoup plus profonds que ça, en fait. C'est pas simplement prendre soin de moi pendant que le monde va mal. C'est montrer qu'il y a entre les deux un lien indissociable, hein, et qu'il s'agit, parce qu'au fond, ce qui nous destitue dans notre intensité de sujet, c'est aussi ce qui destitue le monde, hein. Pour le dire, on pourrait peut-être finir là-dessus, encore là, on note assez que la société extractiviste qui est la nôtre, elle épuise les ressources naturelles et dans le même mouvement les ressources psychiques. C'est que l'épuisement de la nature et l'épuisement en fait des psychés ou l'épuisement des personnes, souffrance au travail, burn-out, etc., en fait c'est le même mouvement. Donc l'enjeu c'est effectivement de répliquer à ça. Au sens fort du terme, c'est une question d'éducation, pas simplement d'instruction, d'éducation, si on s'entend sur le fait que peut-être jamais un humain n'a fini d'être éduqué. Autrement dit que la question de l'éducation, elle est la manière en fait dont nous travaillons comme humains progressivement à nous humaniser. Et donc c'est peut-être un processus, pas un programme, un processus en fait qui est interminable, mais qui fait que nous sommes vivants, hein. C'est qu'en fait notre désir, à la fois nous croyons être en phase avec lui, et en même temps c'est lui en fait qui nous met en mouvement. En fait, le désir, il est à la fois comment dire, c'est à la fois un trou en nous et en même temps un horizon, hein. Et donc effectivement, je pense que la question éducative, c'est effectivement comment on aide. Comment on soutient les sujets dans la reconnaissance par elles-mêmes, et non pas à leur place, de leurs désirs. Et là, c'est une question comment dire, qui est délicate, parce que même nos dispositifs éducatifs sont pour beaucoup des dispositifs où, de certaine façon, ils flattent l'envie, pas forcément le désir, hein. La logique du curriculum, c'est ça, hein. Et donc, je crois que c'est Hartmut Rosa, le sociologue allemand, hein, qui dit que derrière les curriculums qui disent voilà, j'ai fait telle école, j'ai fait tel parcours scolaire, telle formation, il y a un autre curriculum qui est un curriculum caché. Et ce curriculum caché, c'est celui effectivement de tous ces liens qui nous aident à devenir qui nous sommes, qui n'apparaissent jamais dans nos curriculums et qui font pourtant nos vies. Et donc je pense qu'il faudrait faire ce travail, un travail de reconnaissance, au fond, de ces curriculums cachés comme étant ce qui nous constitue dans notre être profond. Bachelard, que j'évoquais tout à l'heure, hein, lorsqu'il raconte un épisode tout simple, lui c'est un paysan au départ, hein, et il raconte un épisode de la rencontre qu'il faisait enfant lorsqu'il allait voir sa grand-mère, qui de cette façon, sa grand-mère, c'est la personne qu'il nomme comme étant celui qui va lui donner de prendre la mesure de qui il est, au fond, hein. Parce que Bachelard, il a cette formule, il dit ça, il dit, hein, le je s'éveille par la grâce du toi, hein, ou le je s'éveille par la grâce du tu, hein. Et donc, il raconte, donc c'est au début de la psychanalyse du feu, hein, du fait comment, en sortant de l'école, il allait manger des gaufres chez sa grand-mère. Et en fait, qu'est-ce qu'il allait manger, hein? Il disait, ben, en fait, quand je voyais la pâte blonde dans les fers, grésiller, se caraméliser, prendre une couleur, eh bien, il se nourrissait d'une poétique. Et en décrivant cette scène, il ne fait pas simplement que se souvenir, hein. Il finit cette scène en disant « L'homme n'est pas une création du besoin, il est une création du désir », hein. C'est qu'au fond, cette grand-mère l'a aidé à prendre la mesure précise de son désir, en disant finalement « Bachelard, ce n'est pas un individu, parmi d'autres, c'est Gaston Bachelard. » C'est-à-dire en fait individué, pas un individu au sens de l'individualisme, mais reconnu dans son individuation insubstituable.
Et de cette façon, c'est ça qu'on peut souhaiter à chacun et à chacune et à tous les enfants du monde, c'est de reconnaître, de rencontrer sur leur parcours de vie des personnes qui les aident à s'individuer. Alors l'écobiographie, c'est une façon en un mot d'essayer de concentrer ce que j'essaye de dire sous la figure du jeu est un nous. Hein, c'est-à-dire de dire que si dire jeu, c'est raconter des histoires, entremêlant de l'historique, du fictionnel et de l'aspiration à être, parce qu'au fond quand je dis jeu, il y a à la fois je dis d'où je viens, je dis ce que je voudrais faire, je dis ce qui m'anime, je dis ce que je rêve aussi. Bref, il y a des histoires de vie, mais il y a l'idée qu'on peut intégrer dans ces histoires de vie le fait qu'il y a de l'oikos, hein, qu'il y a de l'écho dans la biographie. Hein, alors de l'écho avec sans H. Hein, donc il y a de l'appartenance au milieu. Et donc une écobiographie, ça pourrait être un récit de soi qui fait la place à l'autre, à tous les autres, non humains compris, milieu compris. Et je dirais c'est très banal, hein, parce que finalement chacun ou chacune, quel que soit le milieu d'où il est, c'est pas une affaire de bourgeois bohème hein, qui a la chance d'avoir un jardin. Hein. J'ai que cette question de l'éco-biographique, elle se dit n'importe où on est. Lorsque je suis attentif à la qualité de l'ombre sur ma maison ou sur mon appartement, à la qualité des pluies, au type d'animaux, ou même il n'y a pas d'animaux vulgaires. Bref, l'écobiographie, c'est donc cette invitation à faire un récit de soi qui ne soit pas mutilé sans pour autant être impudique. Hein. C'est-à-dire que je suis toujours frappé ce qui m'a beaucoup frappé en fait quand j'ai travaillé sur cette idée, c'est que en Occident du moins, quand on commence à raconter nos histoires sensibles avec le milieu, très vite on se dévoile, hein, et c'est presque de l'impudeur. Hein. Je me rappelle, c'était m'être promené un jour en forêt et voir une personne en fait, qui était en train d'embrasser un arbre, en tout cas pas l'embrasser, simplement le caresser. Et quand elle a vu de loin en fait, que j'arrivais, elle a vite retiré ses mains comme si j'avais été le témoin d'une scène intime, qui était d'ailleurs une scène intime, mais qui n'aurait pas dû être vue. Et ça m'a posé beaucoup de questions sur quel type de société on fabrique lorsque ce type de gestes sont considérés comme soit impudiques, soit comme inutiles, ou on pourrait le dire encore, un peu fleur bleue, hein, alors que c'est beau les fleurs bleues. Hein. Mais donc l'écobiographie, c'est aussi une façon de refuser de voir nos existences racontées uniquement dans le champ du comptable, hein, dans le champ du comparable, hein, et donc de remettre du récit, et d'un récit pluriel, singularisant, là où on a tendance à vouloir les uniformiser. En fait, cette question quand je dis sans être impudique, bon, c'est sans doute aussi mon tempérament hein, qui est derrière ça, mais au-delà de mon tempérament, en fait, je trouve que la question de la pudeur, c'est comment on en montre sans trop en montrer. Hein. Donc c'est cette question d'être sur la brèche, hein, et d'une brèche qui est vivante. Hein. C'est-à-dire qu'entre comment dire, l'extraversion monstrative jusqu'à l'exhibition, de certaine façon, et la pudibonderie, hein, cette espèce d'enfermement dans une image de soi qu'on ne voudrait pas salir jusqu'à l'étriquer, il y a une figure en fait de brèche. Et au fond, l'écobiographie, je pense qu'elle investit cette dimension de brèche, c'est-à-dire en fait c'est se dire comme sujet en reconnaissant ses dépendances, mais en reconnaissant que cette reconnaissance, elle nous fragilise en même temps qu'elle nous solidifie. Donc effectivement, il faut le penser comme un mouvement, en fond, cette notion du rapport à la pudeur.
je dirais, méfiez-vous de celui qui vient de parler, hein, c'est-à-dire méfiez-vous des conseils des donneurs de conseils, hein, parce qu'effectivement, je crois que ce dont il est question, c'est de s'autoriser de sa propre parole comme sujet. Hein, et donc moi, peut-être ce que je dirais, c'est de lire de la poésie, et pas forcément de la poésie des poètes officiels, hein, il y en a autour de nous, hein, dans nos familles, dans nos amis, dans notre entourage, dans nos quartiers, mais d'apprendre à les reconnaître. Hein. Les poètes sont parmi nous, hein, il faut les identifier. Hein, et faire ce travail-là, eh bien soudain, c'est regarder tout autrement son monde. C'est effectivement faire un exercice d'attention. Hein. Et donc faire un exercice d'attention, et non pas faire attention, hein, au sens de l'injonction parentale, hein, qui dit « fais pas ci, fais pas ça ». Hein. La question d'exercice d'attention, c'est une disponibilité à ce qui se donne. C'est tout autre chose que la vigilance, hein, que suscitent aujourd'hui nos smartphones et autres outils numériques qui happent précisément notre attention et qu'en font même un marché. Hein. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement de ralentir en laissant à la fragilité des liens la possibilité d'éclore. Alors le poétique travaille ça, mais le poétique travaille partout. Hein. Un geste de cuisine, comment dire, une bonne façon de décorer une table, un travail de jardinier, un aménagement d'espace, la qualité d'une prise de son et de lumière. C'est aussi ce type d'attention en fait qui font que le monde est le monde. Hein. Et donc mais simplement, comme nous passons souvent dans le monde en touriste, nous avons un rapport utilitaire à tous ces dispositifs, là où le rapport sensible les redécouvre soudain comme des gestes d'attention. C'est qu'on présente parfois comme étant un cadre, ce qui est en fait une promesse. Hein. Je suis assis sur une chaise dont on m'a dit qu'il fallait qu'elle ne bouge pas, non pas parce qu'on voulait m'assigner à résidence, mais parce qu'elle était... donc c'est un cadrage, hein, mais un cadrage qui est au service d'une promesse de qualité à l'égard de ceux qui seront les auditeurs ou les auditrices de cet échange. Donc bref, il y a une attention là où on pourrait voir simplement qu'une police. Et ce changement de dispositif ou d'attention, précisément, c'est ce qui rend la vie enfin, succulente de cette façon. Alors, je lis beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, en fait, qui inspire, c'est une question qui est difficile, ça aussi. Alors, comme je suis philosophe, j'aurais tendance à dire forcément des philosophes, mais moi, je dirais que c'est Jean-Sébastien Bach. Et non pas parce que je me méfie du langage, je veux dire, bien, il faut des mots, hein, mais en fait, ce qui m'intéresse en fait chez Bach, c'est le fait qu'en musique, il invente un langage qui à la fois est extrêmement élaboré, il y a de la structure, mais qui au sein du plus structuré autorise l'improvisation, la variation. Hein. Et donc je dirais au fond, c'est une métaphore intéressante pour répliquer à ce que l'économisme financiarisé d'aujourd'hui en fait impose. C'est qu'en fait là où on est aujourd'hui incité à vivre nos vies comme des partitions réglées et définitivement écrites, où il est plus possible d'improviser d'une certaine manière, sous peine de prendre des risques forcément inconsidérés, eh bien, chez Bach, en fait, il a... Bach, c'est encore un très grand improvisateur, en fait. Alors, on connaît son œuvre écrite, bien évidemment, mais en fait, comme il le disait lui-même, hein, quand il faisait la musique, entre guillemets, savante, il se mettait sur sa table pour l'écrire, mais quand il faisait de la musique, il était sur son orgue ou son violon, et là, il se laissait à jouer librement et donc à improviser. C'est-à-dire, en fait, c'était la musique comme une école de liberté dans la conscience, en fait, des règles qui rendent la musique possible. Et donc,
Ouais, enfin moi, ouais, Bach, enfin, me touche parce que j'ai aussi la difficulté de pouvoir le jouer. On va dire, mais même dans les plus petites pièces de Bach, il y a les deux. Il y a ça. Et donc c'est, voilà, il y a plein de philosophes que je pourrais indiquer, mais à la limite, je préfère saluer celui-ci, et y compris en me disant que Bach, je l'ai aussi entendu jouer à Lambaréné, complètement réinterprété avec les balafons, en disant qu'effectivement, une partition, quand elle est suffisamment géante, eh bien, elle peut être reprise, redéployée, réexaminée, revisitée de manière extrêmement riche et multiple. Alors c'est compliqué de dire pourquoi il a inventé le contrepoint. Il l'a peut-être invité d'ailleurs, hein, mais en fait, c'est une manière de faire chanter ensemble la pluralité, sans renoncer à faire entendre cette pluralité, mais en permettant une entente possible. Et donc, c'est se donner un cadre qui permet, bon, c'est la question à la fois de l'harmonie dans le dissonant, enfin parfois dans le dissonant, parce qu'il y a des passages de Bach en fait qui sonnent extrêmement nouveaux à nos oreilles, encore aujourd'hui. Et puis c'est l'importance de rythmer ce passage. Au fond, la question du contrepoint, moi je ne suis pas musicologue, donc je ne veux pas en dire trop du point de vue de la technique, mais moi ce qui me touche, c'est que c'est la volonté de, en permanence, résister à la tentation de ramener la question du rythme à de la cadence, à la mécanique d'une scansion déjà connue, pour permettre une pluralité des rythmes. Et ça, moi je pense, enfin c'est ça que je trouve en fait assez extraordinaire dans son travail.